Bonjour tout le monde et bienvenue à notre premier segment de podcast. Mon nom c'est LJ Aguinaga, courtier immobilier chez LJ Immobilier et aujourd'hui je suis rejoint de Mathieu-Alexandre Poupard du groupe hypothécaire Orbis. Bienvenue Mathieu. Merci. Excellent. Donc aujourd'hui on a un petit segment pour discuter un peu des hypothèques au Québec en général. Qu'est-ce qu'on voit actuellement? Sont quoi les tendances actuelles et pourquoi faire affaire avec un courtier hypothécaire en tant que tel? Donc on va commencer les choses avec la première question. Les taux hypothécaires au Canada, est-ce qu'ils sont en train de baisser actuellement? Oui, ça fait longtemps qu'on voit depuis presque 2 ans que les taux ont augmenté, depuis les bas taux de la COVID. Et finalement, je dirais que dans les deux derniers mois, on a vu les taux fixes commencer à baisser lentement. Ce n'est pas des baisses énormes, mais c'est des baisses graduelles. Et avec le temps, ça fait quand même une grande différence. C'est sûr que pour le taux variable et le taux qui est toujours aux nouvelles, le taux de la Banque du Canada, on n'a pas encore de baisse. Par contre, on entend parler de plusieurs économistes et de la Banque du Canada elle-même qu'il y aura éventuellement des baisses en 2024. C'est une très bonne chose. Excellent. Puis aujourd'hui, on est au début décembre. Je pense qu'il y avait un changement en termes de monde qui est en train de prendre des taux variables au lieu de taux fixes actuellement. Y avait-il une augmentation? Oui, depuis les 2 derniers mois, on a vu une augmentation de 2 à 13 pour les nouveaux prêts. Alors, on a passé une augmentation de 11 dans les gens qui vont choisir un prêt à taux variable versus un taux fixe. Alors, on voit que le sentiment change et que les gens s'attendent à des baisses de taux côté de la Banque du Canada. C'est quand même très considérable, ceci. Je dirais même, ça se voit, on jase depuis quand même 12 mois, déjà 18 mois depuis qu'on a vu les débuts des changements de taux. Et là, le monde, il me semble, comprend qu'on est arrivé vraiment à la hauteur des taux et ça va commencer à redescendre. Donc, à cause de ça, on commence à être un petit peu plus flexible avec les taux variables pour reprendre une terme fixe après, une fois qu'ils ont descendu. Exactement. Les gens veulent prendre avantage des baisses futures du taux variable au lieu de geler un taux fixe pour une certaine période et que là, dans la prochaine année, les taux baissent puis qu'ils sont pognés avec leur taux fixe, ils vont pouvoir prendre avantage des baisses en 2024. Ainsi que les pénalités qui viennent avec ça et tout ça. Exactement. Avec le taux fixe, c'est plus restrictif en tant que produit car la pénalité de prépaiement, si jamais on veut briser le prêt avant la fin du terme, est beaucoup plus élevée souvent que celle du taux variable. Oui, 100 100 ça a beaucoup de l'allure, ça. La deuxième question qu'on reçoit assez souvent, c'est est-ce que les paiements hypothécaires sont déductibles à l'impôt? Quand c'est notre résidence principale, non. Okay. C'est pas comme aux États-Unis. Par contre, quand on a une propriété locative, les intérêts font partie des dépenses. Puis on peut les déduire de nos impôts. Puis même si on est propriétaire occupant d'un duplex, par exemple, puis qu'on habite 50 du duplex, il y a 50 de l'intérêt qui va être déductible d'impôt aussi. C'est très intéressant ceci parce que c'est sûr que si on peut sauver des impôts, ça va vraiment avoir un gros impact sur notre ligne finale en fait. Donc c'est très important de savoir ceci puis de le prendre en considération quand on fait nos calculs pour chaque propriété. Oui, exactement. La prochaine question qu'on a reçue, c'est comment les intérêts hypothécaires sont-ils calculés? Les intérêts sur un prêt hypothécaire. Oui, exactement. Fait que dans le fond, ils vont l'amortir sur une période. L'amortissement standard, c'est 25 ans. Oui. Par contre, dépendant du produit qu'on choisit, on peut l'amortir sur 30 ans. Et oui, c'est le standard, mais on a des gens qui vont pouvoir l'amortir sur moins longtemps que ça parce qu'ils veulent rembourser leur prêt plus rapidement. Pour sauver des intérêts. Exactement. Pour payer moins d'intérêts et pour finir, avoir une propriété sans paiement mensuel du tout. Ce qui fait toujours du bien. Mais c'est justement ça. Fait on prend le montant du prêt, puis on va l'amortir sur la période de l'amortissement. Puis c'est comme ça qu'on va finir avec un calcul. Alors, la réalité, c'est que dans les 5 premières années, même les 10 premières années, on paye beaucoup d'intérêts. Mais éventuellement, notre solde pour la balance du capital de notre prêt hypothécaire réduit. Et avec le temps, ça réduit beaucoup plus rapidement. Alors, dans les 10-15 dernières années, on paye beaucoup moins d'intérêts à tous les mois que de capital. Et on dirait que c'est vraiment qu'une balance qui commence comme ça et à fur et à mesure, ça débalance de l'autre côté, en fait. Exactement. Alors, quand on regarde une fiche d'amortissement, c'est sûr que les 5 premières années font peur, mais il faut comprendre qu'éventuellement, comme tu as dit, il y a un shift dans le montant du capital qu'on va payer versus l'intérêt. Et c'est sûr que quand on a des taux d'intérêt qui sont plus élevés, l'écart est beaucoup plus énorme dans les premières années, mais avec les baisses de taux qu'on va voir dans les 2 prochaines années, c'est sûr que l'écart va rapetisser un peu.
Et sur ce sujet-là, y a-t-il des choses que les consommateurs peuvent faire pour réduire les intérêts? Oui, je pense qu'en ce moment, surtout quand les taux d'intérêt sont plus élevés, si possible, ça vaut la peine d'essayer de rembourser notre prêt plus rapidement. Alors, dépendant du produit hypothécaire, souvent, on a des paiements, une allocation de paiement anticipé qu'on peut faire. Alors, des prépaiements à tous les ans. Et si on peut le faire, que ce soit à tous les mois ou une fois par année, mettons qu'on a un 5 000 qui reste à la fin de l'année dans nos épargnes, puis qu'on peut le mettre contre le capital pour rembourser le prêt plus rapidement, à la fin de l'année, ça va faire une grande différence sur le montant d'intérêt qu'on va payer sur le prêt. Fait que je pense qu'en ce moment, comme je l'ai dit, avec des taux qui sont plus élevés, ça vaut vraiment la peine de rembourser notre prêt plus rapidement si on peut. Et sur ce même sujet-là, j'ai déjà entendu parler d'un paiement bimensuel accéléré. Ouais. C'est quoi les avantages de ceci? Alors, à la fin de la ligne, un paiement accéléré aux 2 semaines, c'est qu'on va prendre le paiement mensuel. Si on aurait 12 paiements mensuels, on va le couper en deux. Fait qu'on prend 50 %, puis au lieu de le payer 2 fois par mois, on va le payer aux 2 semaines. Ce que ça donne, c'est qu'on aura un paiement complet mensuel de plus qu'on aurait eu si on aurait fait des paiements mensuels, qui va aller contre le capital. Fait qu'après 5 ans, ça fait déjà une différence dans l'amortissement. Au lieu d'avoir, mettons qu'on commence avec un terme de 5 ans, au lieu d'avoir un amortissement de 20 ans qui va rester, des fois on voit des amortissements qui tombent à 18 ans. Fait que, on peut sauver quand même une couple d'années en faisant un paiement accéléré aux 2 semaines. C'est sûr, parce que là, si j'ai compris bien, on parle d'un paiement de capital complète. Donc, si mon hypothèque est 3 000 disons, on paye 3 000 de capital à chaque année en faisant ceci. Donc, après 5 ans, c'est un paiement de 15 000 de capital remboursé tout de suite. On va sauver les intérêts là-dessus. Exactement, c'est ça. Parce que l'intérêt va être calculé sur le solde du prêt. C'est ça. Excellent. Non, c'est très, très bien ça. La prochaine question que j'ai ici, ce serait plutôt avec les intérêts hypothécaires. Comment est-ce que les banques les calculent? D'où ça sort ces numéros-là? C'est quoi les informations que les banques cherchent ou investiguent avant de prendre cette décision-là? Fait qu'il y a 2 aspects, parce qu'on a les taux fixes et les taux variables. Oui. C'est sûr que les taux variables sont vraiment basés sur le taux de la Banque du Canada. Alors, c'est souvent ce qu'on entend parler dans les nouvelles, c'est que la Banque du Canada va augmenter, baisser ou maintenir leur taux d'intérêt, puis les banques sont prêtes à offrir un écart sur leur taux préférentiel qui est basé sur le taux de la Banque du Canada. OK. En 2024, on va voir des baisses de taux de la Banque du Canada. Et ça veut dire que le taux préférentiel va aussi baisser. Alors, mettons que la Banque du Canada baisse de 0,25 %, tous les taux préférentiels, qui est à 7,2 % pour la majorité des institutions financières, va aussi baisser de 0,25 %. Et si j'ai un prêt à taux variable qui est à taux préférentiel moins 1 %, sur le prochain mois, mon taux d'intérêt sur mon hypothèque va aussi baisser de 0,25 %. OK. Pour les taux fixes, c'est un peu différent parce que les banques veulent se protéger, parce que le taux ne va pas changer, puis sont prêts à offrir un taux pour une durée de 1 an à 5 ans, par exemple. Alors, ils doivent comparer le coût du prêt à quelque chose. Puis pour eux, la façon la plus facile ou la plus simple de l'expliquer, c'est qu'ils peuvent soit acheter des obligations canadiennes de 5 ans, par exemple. Alors, ils vont voir c'est quoi le rendement d'une obligation canadienne pour 5 ans. Je vais comparer mon prêt hypothécaire à ce rendement-là. Alors, ils vont mettre une prime, évidemment, parce qu'ils ont des coûts associés à offrir un prêt hypothécaire à quelqu'un, mais ils vont se baser sur les rendements des obligations canadiennes pour mettre un coût sur leur prêt hypothécaire. Fait que c'est un peu compliqué, mais en réalité, en regardant le rendement des obligations canadiennes, on a un sens de où est-ce que les taux fixes vont aller dans les prochains mois. Fait que c'est un peu, moi, je regarde ça tous les jours, puis c'est vraiment une indication concrète de où est-ce que les taux fixes vont aller dans les prochaines années. Donc, on dirait que c'est vraiment les économistes qui prennent charge là-dessus, qui prennent des décisions, en fait, ou qui donnent les données pour que la banque puisse prendre ses décisions. Oui, puis honnêtement, il y a peut-être une dizaine de personnes qui font les échanges et le trading des obligations des obligations canadiennes au Canada, puis il y en a un peu aux États-Unis aussi, mais c'est vraiment eux qui vont dicter le rendement des obligations. Alors c'est un peu drôle à y penser que c'est vraiment une dizaine de personnes principalement qui vont contrôler un peu les taux d'intérêt. Comme si club des gars, en fait. Oui, un peu. Exact. Mais c'est ça la réalité. Puis c'est sûr que pour eux, c'est des prédictions. C'est pour ça que ça change souvent. Mais en ce moment, les prédictions, c'est que les taux vont éventuellement commencer à baisser l'année prochaine. Et c'est pour ça qu'on voit déjà les taux fixes baisser un peu. Donc, c'est là les données qu'on a actuellement. On dirait qu'on est pas mal,
au sommet des taux variables et c'est assez stable ou même protégé, c'est-à-dire que ça ne devrait pas augmenter, sauf si jamais il y a un gros changement dans l'économie, peut-être une troisième guerre mondiale, quelque chose de ce genre-là. Oui, exactement. Alors pour l'instant, puis comme j'ai dit, les taux fixes ont déjà commencé à baisser. On n'en parle pas vraiment dans les médias parce que pour eux, ce qui est important, c'est le taux de la Banque du Canada. Mais les gens qui ont pris un taux fixe il y a 3 semaines, ils ont déjà accès à des taux qui sont plus bas aujourd'hui. OK. Donc, du monde qui a eu une offre acceptée, disons, il y a 3 semaines ou même un mois, mais ils vont juste aller au notaire dans début janvier, peut-être même février, il y a une grosse possibilité que ça va continuer à descendre un petit peu plus, puis ils vont même profiter de meilleurs taux. Oui, absolument. Ça vaut la peine de parler à leur spécialiste en hypothèque ou leur courtier hypothécaire parce qu'ils vont pouvoir sûrement baisser un peu leur taux. Et on dirait qu'ils devraient parler peut-être 2-3 semaines avant d'aller chez le notaire pour faire des derniers changements? Oui, je dirais 2-3 semaines à la limite, idéalement 4 semaines avant, mais ça vaut la peine de rester en communication avec leur courtier hypothécaire. Très intéressant, ceci est très intéressant. Pour tout le monde, n'oubliez pas de parler avec votre courtier hypothécaire si jamais vous êtes en transaction actuellement. La prochaine question que j'ai ici de la gang, ça vient de comment fonctionne l'assurance hypothécaire? L'assurance hypothécaire, c'est une très belle chose parce que ça permet aux gens de mettre moins que 20 de mise de fonds pour acheter une propriété. Alors, on sait que de sauver 20 surtout avec les prix actuels, c'est difficile pour la majorité des gens. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a plusieurs critères qu'on doit respecter pour avoir accès à une propriété avec moins que 20 de mise de fonds. La première, c'est que ça doit être propriétaire occupant. On doit avoir l'intention d'habiter la propriété. Par contre, ça peut être une propriété locative. Ça peut être un duplex, triplex ou quadplex. Tant qu'on va habiter la propriété, on est éligible. Après ça, c'est que l'amortissement va être limité à 25 ans. OK. Et le prix d'achat maximal est juste en dessous d'1 million de dollars. 9, 9, 9, 9, 9, 9. C'est ça. Exact. Fait qu'on est limité dans le prix d'achat. Par contre, au Québec, ça représente quand même un énorme éventail de propriétés. Et ce que ça donne aussi, c'est que le client doit payer la prime pour l'assurance hypothécaire. Ce montant-là va être ajouté au prêt. Alors, on ne débourse pas de nos poches lors de l'achat, ce qui est une très bonne chose. La prime va être amortie sur 25 ans avec le restant du prêt. Et dans le fond, ça nous donne aussi accès à des taux un peu plus bas parce qu'il n'y a plus de risque pour le prêteur. Ils sont prêts à offrir un taux qui est légèrement plus bas. Alors, il y a vraiment des avantages. Puis ce qui est vraiment important, puis les gens ne le savent pas nécessairement, et même les courtiers hypothécaires et les spécialistes en hypothèque ne le mentionnent pas toujours, c'est qu'au renouvellement, à la fin de leur terme, quand ils vont renouveler leur prêt, le prêt demeure assuré. Ils auront toujours accès au taux assuré, alors le taux qui est légèrement plus bas. Il faut juste le mentionner, vu qu'ils ont déjà payé la prime pour l'assurance. Et ceci étant dit qu'ils ne prennent pas disons, qu'un montant plus grand que ce qui était. C'est vraiment un renouvellement à ce point-ci. Exact. Exactement, c'est un renouvellement. Que ce soit avec la même institution financière ou un autre. OK. Ils peuvent même partir à une autre institution. Oui, exactement. C'est juste le fait de garder le même montant, en fait, avec la même amortisation. Exactement. Alors, de ne pas refinancer, parce qu'à ce moment-là, on brise le contrat d'assurance. Par contre, même en changeant de prêteur pour avoir peut-être accès à un meilleur taux ou un meilleur produit, le prêt demeure assuré. C'est très intéressant. Je ne savais pas ceci. Ça fait 15 ans que je suis dans le domaine. Ouais. J'aime ça apprendre des choses. Parfait, ça. Y a-t-il des autres frais supplémentaires? Je comprends que la prime en tant que telle est déjà inclue dans l'hypothèque, mais j'ai déjà entendu d'une taxe associée à ceci. Oui, alors il y a la taxe sur la prime OK. qui représente 9 de la prime qu'on ne peut pas financer. Comme toutes les autres polices d'assurance qu'on a au Québec. Exactement. Alors, on va payer la taxe sur la prime au notaire la journée qu'on devient propriétaire. C'est le seul vrai coût additionnel qu'on doit débourser lors de l'achat pour un achat assuré. Il y a d'autres avantages pour un achat assuré, puis on peut en discuter un peu, mais en réalité, souvent, quand c'est un achat assuré, l'évaluation, premièrement, va être payée par l'assureur. Et souvent, ils n'ont pas besoin d'envoyer un évaluateur en personne, parce qu'ils ont une base de données qui est quand même extensif, puis ça leur permet de valider la valeur avec des comparables plus souvent qu'un prêteur peut le faire quand ce n'est pas un prêt assuré. Je pense qu'ils ont un système assez intelligent interne. C'est-tu Amélie? Il y avait une... Oui, exact, c'est Amélie. OK, exactement. Parfait. Puis, les ratios de dette qu'ils acceptent, en fait, pour les prêts SHL ou Canada Guarantee, etc., désolé, sont-ils un petit peu plus restreints? Oui, alors on n'a pas accès à des exceptions. Alors, on est vraiment limité au ratio d'endettement que les assureurs ont approuvé. C'est noir et blanc. C'est noir et blanc, exactement. C'est vraiment les guides et les règles des 3 assureurs que le prêteur doit respecter.
Par contre, pour une propriété, mettons un duplex ou un triplex où on a des revenus locatifs, les différents prêteurs ont différentes façons de considérer les loyers locatifs dans les ratios d'endettement. Même avec un prêt CHL. Même avec même avec le prêt CHL. Puis ça fait qu'on va quand même, on peut qualifier pour un prêt qui est plus grand avec une institution financière versus une autre. Alors, ça vaut la peine de vraiment être au courant des différentes possibilités avec les différents prêteurs parce que ça peut changer même quand c'est assuré. Donc, même pour le produit assuré, il y a un peu de latitude dépendamment de chaque banque, comment est-ce qu'ils prennent les revenus en conséquence. Oui, exactement. Alors, c'est les revenus locatifs, mais même pour une propriété où c'est juste une maison unifamiliale, où il n'y a pas de loyer, le taux d'intérêt qu'on va avoir aura un impact sur notre capacité d'emprunt. C'est pas nécessairement énorme, mais ça peut faire une différence de 10 à 15 000 $ sur notre capacité d'emprunt. C'est quand même beaucoup. Quand il y a un écart de taux avec banque A versus banque B, parce qu'on doit qualifier considérant le taux qu'on va avoir sur le prêt. Alors, ça peut aussi faire une différence même sur une propriété unifamiliale, dépendant du prêteur qu'on va choisir et de la semaine. Même dans quelques cas, si le monde veut faire des rénovations, en fait, un prêt réno SCHL approuvé, cette 15 000 $ peut être très important. Oui, vraiment, c'est ça. Alors, puis les taux changent souvent. On ne réalise pas nécessairement, mais les taux, surtout en ce moment, on reçoit des mises à jour de taux à tous les jours. Pas de chaque institution financière, mais il y en a 2 aujourd'hui, 1 demain, 3 l'autre jour après. Alors, les taux changent beaucoup. Alors, cette semaine, on risque de qualifier avec X banque pour certains montants, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas qualifier pour plus avec une autre institution financière à cause de leur taux d'intérêt qui est offert. Et ceci, je pense, nous amène un peu à une des raisons pourquoi travailler avec un courtier hypothécaire au lieu d'aller directement à une banque, c'est ça? Oui, exactement. Alors, avec un courtier hypothécaire, on travaille pour le client, on ne travaille pas pour une institution financière ou une banque. Et vraiment, mon rôle, c'est de comprendre les objectifs du client, d'expliquer toutes les possibilités, tous les différents termes et conditions des différentes banques qui vont leur permettre de vraiment atteindre leur objectif. Puis c'est, comme j'ai dit, je travaille pour le client, pour leur objectif, pas pour la banque tant que telle. Et surtout en ce moment, quand les taux fluctuent beaucoup, ça fait une différence énorme dans l'argent qu'ils vont pouvoir économiser. C'est excellent ça. Et honnêtement, j'ai vu quand même des grosses épargnes pour quelques clients en fait en faisant affaire avec des courtiers hypothécaires. C'est toujours intéressant de savoir. Comme dans tout, vraiment, il faut comparer les choses pour bien comprendre, pour savoir c'est quoi qui est disponible pour quelqu'un. Donc, c'est très important ceci. Oui, j'ai compris cette année, puis je ne le savais pas, mais il y a plus que 40 % des Canadiens qui ne savent pas que nos services sont gratuits. Donc, il n'y a pas de coût pour le client de travailler avec un courtier hypothécaire. C'est gratuit, c'est le prêteur qui va nous payer une commission basée sur le montant du prêt. Mais à la fin de la journée, souvent, ils vont sauver beaucoup d'argent en travaillant avec un courtier hypothécaire, mais il n'y a pas de coût pour l'acheteur. Je dirais que c'est la même chose dans notre domaine. Le monde pense toujours qu'il y aura des frais supplémentaires. Même j'ai fini des rencontres avec des clients acheteurs de première fois et on fait toute la patente. Et finalement, ils disent, bon, puis toi, comment tu te fais payer? À la fin de tout ça, parce qu'ils voient tous les services qu'on va offrir, ils ne comprennent pas à la fin, puis on explique. Mais non, c'est très intéressant. Oui, puis je le vois souvent même dans mes appels avec les clients. On va passer à travers tous les coûts initiaux, les coûts récurrents. Puis dans les coûts initiaux, puis ils vont me demander, oui, puis le courtier immobilier qui m'aide à aller acheter une propriété, c'est quoi leur coût? Puis je dis, il n'y en a pas pour vous, pour l'acheteur. C'est ça, non. Donc, ceci nous amène à une deuxième question qu'on a reçue, c'est à quel prix hypothécaire suis-je admissible? Il y a une façon assez simple de faire le calcul. Par contre, c'est sûr que ça dépend de plusieurs choses. Buyer beware. Incluant notre code de crédit. Okay. Et dans le fond, nos passifs, alors nos dettes. Alors, si on a un paiement de voiture ou si on a un prêt bancaire, un prêt étudiant, c'est sûr que c'est des choses qui vont affecter notre capacité d'emprunt. Par contre, en ce moment, on a dit qu'on est en décembre en 2023, on peut considérer qu'on va pouvoir qualifier pour environ 3,75 fois notre salaire annuel. Et ceci étant un prêt assuré ou un prêt conventionnel? C'est un prêt assuré, mais comme j'ai dit, ça dépend aussi un peu du taux. Fait que ça risque d'être un peu plus, ça risque d'être un peu moins. Et ça dépend aussi, mettons que c'est un condo, ça dépend des frais de condo, des taxes municipales et scolaires. Alors, en réalité, je dirais plus 3,5 à 4 %, mais c'est dans ce coin-là. C'est vraiment là que je pense que j'ai entendu. C'est ça. Pour faire un calcul vite entre guillemets. Oui, exact. Puis, on peut être surpris, ça vaut la peine de parler à un professionnel parce que des fois, c'est plus que ça aussi. 100 %. C'est quoi la façon qu'on peut savoir, c'est quoi le meilleur prêt pour moi? Alors, ce boulot est pour un courtier hypothécaire et un spécialiste en hypothèque. Et le but, c'est vraiment de comprendre les objectifs ou des acheteurs. Alors, de comprendre, est-ce qu'on se voit habiter dans la propriété pour les 5 prochaines années ou peut-être plus que ça ou moins que ça?
Est-ce qu'on est prêt à prendre un peu plus de risques avec peut-être un taux variable? Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas une réponse concrète, parce que ça dépend vraiment de l'acheteur et de leurs objectifs. Par contre, en général, récemment, la majorité des gens choisissaient un taux fixe à court terme. Puis l'idée derrière le taux fixe à court terme, c'est que les taux d'intérêt sont élevés en ce moment. On veut de la tranquillité d'esprit, sachant que notre paiement et le taux d'intérêt ne va pas changer, ne va pas fluctuer à court terme. Par contre, on veut prendre avantage de pouvoir renouveler notre prêt, éventuellement, plus tôt que plus tard, avec un meilleur taux. Alors, c'est pour ça que la majorité des gens ont choisi un taux fixe à court terme dans la dernière année. Par contre, comme on a discuté il y a quelques minutes, il y a de plus en plus de gens qui choisissent un taux variable parce qu'on s'attend à des baisses de taux et les gens sont prêts à prendre un peu de risque, sachant que le taux peut changer, comme il peut baisser, il peut aussi augmenter. Par contre, on dirait... L'attente actuelle est plusieurs. C'est ça l'attente. OK, excellent. Il n'y a pas de réponse concrète. Ça dépend vraiment de nos objectifs. Puis on veut, le but ultime, c'est de sauver le plus d'argent possible. Puis c'est sûr qu'avec un bon taux d'intérêt, ça va aider, mais il faut aussi considérer des potentielles pénalités de prépaiement. Alors, s'il y a des chances qu'on brise le prêt avant la fin du terme, on veut prendre en considération ce coût potentiel. Puis même si on pense peut-être déménager un jour et de vendre et pouvoir acheter, on veut s'assurer qu'on peut transporter le prêt au prochain achat pour éviter la pénalité. Alors, il y a plusieurs termes et conditions qu'on veut prendre en considération. Je dis, c'est très important qu'on prenne ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent toujours c'est quoi le taux, c'est quoi le taux, c'est quoi les meilleurs taux sur le marché. Et je peux leur dire c'est quoi les choses que j'ai entendues, mais à fin de compte, c'est toujours plus important de savoir sur quelles conditions est-ce qu'on reste sur ce taux-là. Payer 0,10% plus pour quelque chose qui est beaucoup plus flexible, qui a beaucoup plus d'options selon vos besoins, va toujours être un petit peu plus intéressant pour la personne, mais je dirais qu'on est un peu aveugle à ça parce que la plupart du monde pense juste au bottom line tout de suite et se focus sur ça et on perd beaucoup de la partie importante. On parle quand même d'une hypothèque, c'est un document de peut-être 30 à 60 pages des fois, tout le prix qu'on va recevoir, donc il y a beaucoup de conditions à comprendre là-dedans. C'est sûr que, oui, on comprend tous les aspects là-dessus, c'est très, très important, je dirais. Oui, absolument. Puis je dirais aussi que, c'est ça, même quelqu'un qui a trouvé un taux qui est de 0,1 plus bas qu'une autre institution financière, mais que pour eux particulièrement, 3, 4, 5, 6 fois par année, ils ont des bonus ou ils ont certains montants qu'ils peuvent utiliser pour rembourser le prêt plus rapidement. Si le prêteur qui offre un taux qui est 0,1 plus bas que l'autre, mais qui accepte seulement un prépaiement par année, ça fait que finalement, il aurait pu prépayer le prêt 4, 5, 6 fois autant qu'il voulait avec l'autre prêteur, il aurait sauvé de l'argent. Parce qu'ils vont payer moins d'intérêt en total que la banque qui a un taux de 0,1% plus bas, mais qui permet seulement un prépaiement par année. De plus, si on fait plusieurs paiements, à chaque fois qu'on fait un paiement, c'est la nouvelle solde, en fait, ça va être le montant sur l'intérêt. Donc, c'est important de savoir si on fait un paiement à chaque 2 mois même, c'est beaucoup plus intéressant que juste faire un gros paiement à la fin de l'année. Ça change beaucoup dans les intérêts qu'on va payer à chaque année sur le premier terme, puis en continuant ça aussi. Exact. Puis c'est ça, c'est justement ça. Différentes institutions financières ont différents termes et conditions qui leur permettent de différents avantages. La prochaine question qu'on a reçue, c'est quelle est la meilleure durée pour un prêt hypothécaire? C'est cas par cas aussi, mais en même temps, en ce moment, avec les taux d'intérêt qui sont plus élevés, j'ai de plus en plus de clients qui choisissent un amortissement de 30 ans pour l'instant. Puis je dis pour l'instant parce qu'au moment du renouvellement, alors mettons qu'on prend un terme à taux fixe de 3 ans, à la fin de la 3e année, on peut restructurer le prêt. Alors techniquement, il va rester environ 27 ans au prêt. Si on décide à ce moment-là qu'en raison des taux qui sont plus bas, notre budget nous permet de réduire l'amortissement à 25 ans, c'est une possibilité. Alors, c'est juste une stratégie de pouvoir baisser nos paiements mensuels aujourd'hui avec l'idée de quand même rembourser le prêt le plus rapidement possible. Ça peut être avec les prépaiements, comme on a dit, mais aussi de restructurer le prêt éventuellement quand les taux sont un peu plus bas. C'est sûr qu'avec un amortissement de 30 ans, il faut mettre un minimum de 20 % de mise de fonds pour avoir accès. Mais c'est la même idée pour quelqu'un qui va mettre moins que 20 % de mise de fonds, peut-être de commencer sur 25 ans et éventuellement de réduire un peu l'amortissement, c'est une possibilité. Je dirais qu'on conseille beaucoup à nos clients, particulièrement les premiers acheteurs qui ont accès à ce 20 %-là, d'aller sur 30 ans parce que oui, c'est sûr qu'on paye plus d'intérêt si jamais on va prendre le prêt pour les 30 ans, ce qui n'est pas vraiment la réalité de la plupart du monde. Mais quand on achète une propriété de la première fois, ça change le budget. C'est sûr que c'est beaucoup de dépenses, même juste les frais de fermeture entre l'inspection, le notaire, etc., ainsi que les dépenses de hypothèque, taxes, frais de condo, etc., que c'est toujours mieux
à mon avis au moins, de prendre le taux sur plus de temps pour avoir un paiement qui est un petit peu plus petit, pour s'habituer à ces nouveaux paiements, à ces nouveaux rythmes de vie. Et une fois qu'on est plus habitué, soit on peut le réduire après, comme tu nous avais dit, ou soit on va maintenir la qualité de vie qu'on est prêt à faire, puis on va jouer avec ça en conséquence, en fait. Exact. Puis, dépendant de la personne, il y en a qui veulent éventuellement acheter un chalet, par exemple, ou peut-être acheter une propriété locative. De réduire nos paiements mensuels va nous permettre de qualifier pour plus lors du prochain achat. Même si on planifie rembourser le prêt plus rapidement, si le paiement minimum de notre prêt est plus bas, on va pouvoir qualifier pour plus au prochain achat. C'est sûr, c'est très important ceci pour le monde qui veut vraiment commencer à bâtir le portefeuille immobilier. Si on va commencer à acheter des duplex, triplex, etc., c'est important de vraiment réduire nos coûts mensuels pour être prête pour vraiment rentrer dans ceci. Exact. Fait que même pour acheter une voiture ou de prendre un paiement mensuel pour une auto, que ce soit une location ou un achat, ça a un impact énorme sur notre capacité d'emprunt. Alors, c'est quelque chose à considérer aussi. Je dirais que pour les employeurs autonomes, c'est toujours important, si possible, ajouter les frais à vos compagnies dans ce qui est possible. Comme mon auto à moi, c'est au nom de la compagnie en fait. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour vraiment se structurer, pour être mieux qualifié en termes de la banque, c'est ça? Absolument. Puis je dirais aussi que pour les travailleurs autonomes, si on a un projet d'acheter éventuellement, que ce soit dans la prochaine année ou l'année après, c'est important de parler avec un courtier hypothécaire avant de soumettre nos impôts. Parce qu'en tant que travailleur autonome, on peut souvent choisir les dépenses qu'on va inclure, on peut en mettre le plus possible pour payer le moins d'impôts possible. Par contre, en même Souvent temps… le cas. C'est ça. Par contre, en même temps, il y a la majorité des prêteurs qui veulent qu'on déclare le plus de revenus possible avec le moins de dépenses possible pour qualifier pour plus. Alors, juste de parler avec un courtier hypothécaire va nous permettre d'établir un plan de match pour le revenu qu'on a besoin de déclarer pour qualifier pour le prêt qu'on a besoin pour l'éventuel achat. Alors, juste de planifier en avance, ça vaut la peine. Donc, ceci étant dit, c'est sûr que c'est toujours la balance entre payer plus d'impôts, avoir une déclaration qui est plus haute. Par contre, pour le monde qui décide d'acheter plus de dépenses à leur déclaration d'impôts pour payer moins d'impôts, j'ai déjà entendu parler qu'il y a des autres options avec les prêteurs du côté B peut-être? Oui, exactement. Les prêteurs alternatifs, c'est quand même des institutions financières. Ce n'est pas des prêteurs privés. Par contre, ils utilisent différentes façons de considérer les revenus justement pour les travailleurs autonomes. Ils vont regarder les revenus de leur entreprise pour leur aider à qualifier pour un prêt hypothécaire personnellement. Et ce qui est vraiment avantageux, c'est que les taux ne sont pas nécessairement beaucoup plus élevés que les taux d'un prêteur. C'est pas abusif. Non, pas du tout. Alors, ça vaut vraiment la peine, surtout quelqu'un qui travaille autonome, comme on a dit, qui va pas déclarer nécessairement beaucoup de revenus parce qu'ils veulent pas nécessairement se payer beaucoup pour payer beaucoup d'impôts personnels. Ça vaut vraiment la peine, puis c'est vraiment des produits qui sont accessibles avec les courtiers hypothécaires. Et comme j'ai dit, les taux sont pas beaucoup plus élevés que les taux d'une banque A qu'on appelle ou une banque à charte. Et c'est des institutions financières. Puis ça peut aussi être une solution temporaire. Alors, une solution d'un an ou deux, puis on peut expliquer au client combien déclarer pour pouvoir transférer le prêt à une banque A par après, si c'est nécessaire ou si c'est le but. Alors, c'est vraiment une belle option. 100%. Puis je dirais même qu'on a vu beaucoup plus de monde prendre cette option-là actuellement avec des taux qui sont déjà rendus hauts, payer une autre 1% en termes de différence pourcentage. C'est pas si grand que ça. Donc, pouvoir rentrer de la propriété qu'on veut vraiment, avoir cette option-là disponible, c'est très intéressant pour tout le monde. Exact. Puis on ne paye plus de loyer, on paye maintenant notre hypothèque, on devient propriétaire. Puis à Montréal, on sait qu'éventuellement, au long terme, c'est sûr que les propriétés vont continuer à prendre la valeur. Ça vaut la peine d'acheter plutôt que plus tard. Puis pour retourner un peu à ce qu'on vit actuellement, il y a beaucoup de monde qui se demande, même aujourd'hui, ce matin, on a reçu la question, pourquoi est-ce que les taux d'intérêt ont arrivé à cette hauteur-là? Pourquoi est-ce qu'ils sont où ils sont présentement? La Banque du Canada a un mandat et c'est le mandat de réduire le taux de l'inflation. Et leur seul outil, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. En augmentant les taux d'intérêt, c'est sûr que ça ralentit l'économie. Et c'est plate, ça fait mal à tout le monde, mais c'est nécessaire pour réduire le coût de la vie. Alors, c'est vraiment pour cette raison que les taux d'intérêt sont tellement élevés. Par contre, c'est toujours en cycle. Alors, on sait qu'éventuellement, puis en ce moment, les attentes, c'est qu'en 2024, la Banque du Canada va commencer à réduire leur taux d'intérêt, mais c'est vraiment pour cette raison. Donc, c'était vraiment avec le but de mettre les freins sur l'économie pour ralentir les choses, pour redescendre l'inflation qui était à un moment proche de 10 même l'année passée, en fait. C'est ça. Puis malheureusement,
la Banque du Canada sont prêtes à augmenter les taux plus qu'il faut pour être sûr de gagner leur bataille avec le coût de la vie et l'inflation, parce qu'en réduisant les taux, ça leur permet de stimuler l'économie. Alors, c'est mieux que de ne pas augmenter les taux assez et de faire que l'inflation va rester plus haute plus longtemps, puis vont devoir encore plus augmenter les taux. Alors, on dirait qu'on est là, que l'économie ralentit quand même de plus en plus vite. Alors, éventuellement, avec les réductions de taux, ils vont pouvoir restimuler l'économie. Puis le but de faire ça de cette façon-là, c'est vraiment d'éviter une récession puis plus d'avoir un atterrissement douce, en fait? C'est ça le but. Ouais. Mais ils préfèrent une récession que de ne pas baisser les taux assez. C'est parce que, comme j'ai dit, ils vont pouvoir stimuler l'économie par après. Mais c'est ça, malheureusement, c'est très difficile d'avoir un atterrissement doux, mais c'est ça. On est là, puis heureusement, on est à la fin des augmentations. Et c'est ça, la prochaine étape, on pense, c'est vraiment des baisses de taux. Excellent. Puis pour finaliser en fait la capsule, à quoi est-ce qu'on s'attend en 2024? Puis même si tu peux faire quelques prédictions pour nous aider en fait. Ouais, alors les prédictions de taux, c'est toujours difficile. Je comprends. Mais je serais pas surpris que les baisses de taux commencent au mois de juin, peut-être même avant, mais juin, juillet ou plus tard, je pense. Du côté variable, du côté fixe? C'est du côté variable. Par contre, les taux fixes vont baisser avant les taux variables. Alors, je réfère plutôt la Banque du Canada, mais en réalité, les taux fixes commencent déjà à baisser. Okay. Alors, je penserais qu'en début 2024, on va voir que les taux fixes vont continuer à baisser en avance des taux de la Banque du Canada qui ont un impact sur les taux variables. Et en 2024, en ce moment, les prédictions de la majorité des économistes, c'est une baisse d'environ 1% de taux qui va commencer soit au printemps ou en juin-juillet. Et finalement, après ça, en 2025, un autre 1%. Alors, au total, environ 2% de baisse de taux de la Banque du Canada. On peut s'attendre à environ la même chose des taux fixes, mais un peu en avance des baisses de la Banque du Canada. Parfait. Et est-ce que tu penses qu'on va voir, comme on voit souvent, qu'il va y avoir une banque qui va vraiment prendre un pourcentage du terrain, en fait, et ils vont descendre leur taux fixe un peu plus vite que les autres banques? Oui, ça arrive tout le temps. Par contre, c'est pas toujours la même institution financière ou la même banque. Alors, des fois, c'est une banque verte, des fois, c'est une banque rouge. Mais ça dépend du mois et de leur objectif. Mais c'est sûr que ça commence toujours avec une banque qui va baisser leur taux en premier, puis toutes les autres banques vont suivre. Il y en a qui vont être un peu plus agressifs, puis ça va continuer comme ça en 2024. À fin de compte, c'est toujours, en fait, ils sont là pour avoir de la business, pour agrandir leur portefeuille, puis pour avoir les rendements. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir toujours quelqu'un qui va vouloir rentrer dans une négociation un peu plus ferme, disons. Exact. Alors, je pense qu'en 2024, ça va être une année quand même excitante. C'est plus le fun quand les taux baissent que quand ils augmentent. Alors, j'ai hâte à 2024. C'est sûr que ça facilite les conversations qu'il faut avoir. Oui, exactement. Puis les stratégies sont plus intéressantes, on est moins safe, je dirais. Ouais. Tu sais, quand les taux sont à la baisse, ça nous permet de prendre un petit peu plus de risques avec nos choix de taux. Excellent. Bon, bien, merci beaucoup de votre temps. Mathieu Alexandre Poupard du groupe hypothécaire Orbis. Nouvellement, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à lui contacter. Toutes ces informations vont être en bas dans la description de cette vidéo. Comme toujours, si vous aimez le contenu, s'il vous plaît, vous abonnez et frappez j'aime sur la vidéo. Ça va aider à plus de monde voir la vidéo. Ça nous aide énormément. Merci beaucoup et bonne journée.